Bien, mesdames, messieurs, chers amis, mes sœurs et mes frères, j'ai le grand plaisir de vous présenter à nouveau à Maçonnique Tours Roger Daché. Je me demande si j'ai vraiment besoin d'ailleurs de vous le présenter, tant les uns les autres vous l'attendez. Quelques mots quand même, dire que ce qu'il est pour moi franc-maçon. Roger Daché, c'est l'homme en France de l'histoire authentique, c'est-à-dire de l'histoire de la franc-maçonnerie avec les méthodes de l'histoire et non pas de l'histoire qui raconte des histoires, ce qui est quelque chose de bien différent. Avec au service de cette mission qu'il s'est en quelque sorte assignée, de la même façon que la LNU se l'est assignée, si j'ai également compris, une exploration des sources de la maçonnerie, a au service de cette mission donc une écriture claire, précise, qui s'adresse à tous et qui permet de comprendre en profondeur. Au moment où nous avons décidé de tenir ce deuxième salon Maçonnica, nous avons pensé que la question de l'avenir de la franc-maçonnerie au XXIe siècle était une question que se posaient toutes les obédiences et tous les maçons et que c'était une question qui pouvait nous inquiéter. J'avais vu à l'époque une publication, un article de Roger, notamment dans les cahiers de l'Alliance, et puis la conclusion qu'il donnait dans son petit livre sur les rituels chez Dervy, où il disait que finalement, la franc-maçonnerie avait peut-être une chance unique dans cette époque, tant elle était peut-être l'antithèse de cette époque. Donc j'ai appelé Roger et je lui ai dit, voilà, on pourrait faire ça. Et Roger m'a dit, je vais essayer de faire ça du point de vue de l'historien. Je suis un historien, je parle du passé, mais là, je vais essayer de parler de l'avenir, en me servant des méthodes de l'historien pour essayer de tracer des voies. Eh bien, Roger, nous t'écoutons avec plaisir. Merci. Merci à tous et merci donc à l'organisation de Maçonnica Tours, de m'avoir invité à parler de ce sujet. Comme ça vient d'être dit, demander à quelqu'un qui fait office d'historien de parler du futur, ça a quelque chose de contradictoire et presque de provocateur. Un historien, par définition, ne parle jamais du futur. Il essaie, et c'est déjà suffisamment difficile, d'analyser les traces que le passé nous a laissées. Mais finalement, j'ai pensé que je pouvais prendre ce risque pour deux raisons. La première, c'est que je l'ai déjà fait. Il y a de cela une dizaine d'années, on a publié aux éditions Bouquin, chez Robert Laffont, vous savez, ces gros livres qui font 1500 pages, on a publié un livre collectif sur la franc-maçonnerie qui s'appelle « La franc-maçonnerie, histoire et dictionnaire critique ». C'était un ouvrage multi-auteurs qui, comme tous les ouvrages de cette nature, est très inégal parce qu'il y a des choses très bien, puis il y a des choses moins bien, peu importe. Mais j'avais rédigé à la demande du directeur d'ouvrage plusieurs articles, et puis un jour, quelques mois avant de boucler l'ouvrage, il m'appelle et il me dit il y a un chapitre qu'on pense être important, mais personne ne veut le rédiger, c'est l'avenir de la franc-maçonnerie. Alors, est-ce que tu veux essayer de faire ça ? Donc, j'ai essayé de le faire il y a une dizaine d'années, ça a été publié, et en prévision de cette conférence, j'ai relu ce que j'avais écrit il y a 10 ans. Je me suis aperçu que certaines esquisses, non pas de prévision, mais de prospective, se sont révélées justes, d'autres pas encore. Vous avez remarqué, je n'ai pas dit que c'était faux, j'ai dit que ce n'est pas encore vrai. Et puis, ça m'a permis de réfléchir à nouveau frais sur les sujets qu'il faut essayer d'examiner pour parler de ce problème. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que on sent bien dans la franc-maçonnerie mondiale qu'il y a une inquiétude sourde. Je vais revenir en détail tout à l'heure sur l'évolution des effectifs depuis un demi-siècle, sur leurs tendances actuelles, sur ce qu'on peut en attendre. Mais il est clair que, globalement, les effectifs mondiaux de la franc-maçonnerie ont considérablement diminué depuis quelques décennies. Donc il y a cette inquiétude qui, jusqu'à présent, épargnait la France, mais qui, peut-être,
ne va plus l'épargner. Donc on sent bien cette interrogation. On voit aussi l'augmentation de la moyenne d'âge des loges. Nous en sommes tous témoins. Et naturellement, ça n'est pas forcément un gage d'avenir. Donc je pense qu'il y a sur cette question-là, quand on essaie d'y réfléchir d'une manière un peu sérieuse, il y a des choses à dire. Certaines, en effet, peuvent être préoccupantes, mais d'autres sont finalement encourageantes. C'est ce bilan que je voudrais essayer de faire devant vous en vous donnant les éléments de réflexion et les informations qui permettent à chacun de former son propre jugement. Alors, je voudrais d'abord revenir sur une anecdote qui remonte au jour de mon initiation dans la franc-maçonnerie. C'était il y a 46 ans. Et dans l'obédience, dans la loge et dans l'obédience où j'ai été initié, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais peu importe, à l'époque c'était comme ça. À un moment donné de la cérémonie d'initiation, on demandait au candidat, dont vous imaginez dans quel état il est, c'est-à-dire extrêmement déstabilisé, vaguement inquiet, ayant perdu ses repères spatio-temporels, on lui disait, alors moi on me disait monsieur, mais je suppose qu'on aurait dit madame dans d'autres obédiences pratiquant le même rituel, monsieur, pensez-vous qu'un jour la franc-maçonnerie puisse disparaître de la surface de la Terre? Alors, je suis resté, je pense comme tout le monde, un peu silencieux, quelques secondes, me disant intérieurement « qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ?» Et puis, comme ça ne pouvait pas durer, comme le silence, il y a un moment où il faut le rompre, j'ai dit avec la plus grande sincérité possible « non, jamais !» Alors, parce que j'avais cru comprendre que c'est ce qu'on attendait que je dise, et puis surtout parce que je n'avais aucun élément de jugement. Mais aujourd'hui, quand je repense à ce moment-là, je me dis, mais d'où parlais-tu? Comment as-tu pu dire une telle chose? Tu n'en savais rien, strictement rien. Et je pense que celui qui me posait la question ne le savait pas davantage. Mais c'est intéressant parce que on attendait du candidat qu'il dise « non, bien sûr, jamais, quelle absurdité penser que la maçonnerie puisse disparaître », parce que globalement, ceci se passe il y a presque un demi-siècle, parce que globalement, il y a un demi-siècle, la plupart des francs-maçons pensaient sincèrement que cette question ne se poserait jamais. Un demi-siècle plus tard, on est bien évidemment obligé de regarder les choses sous un angle très différent. Alors, quand on affronte cette interrogation-là, il faut éviter deux écueils. Le premier écueil, c'est de prophétiser ce qu'on aimerait qu'il se produise et essayer de trouver des raisons pour se rassurer soi-même. Et puis, le deuxième écueil, compte tenu des signaux faibles mais constants qui sont un peu alarmants, de sombrer dans la dépression et de dire de toute manière, tout est foutu, ça finira par disparaître et on n'en parlera plus. Ces deux attitudes-là ne sont pas des attitudes scientifiques. Ce sont des attitudes sentimentales, des attitudes passionnelles. Alors, je propose une autre approche qui est une approche plus objective et qui est une approche, Alain Noël, qui est juste en face de moi, me comprendra, une approche clinique. Il se trouve que lui et moi, et il y en a peut-être d'autres ici, nous étions médecins. Et moi, ma spécialité, ça a été que j'ai enseigné à la faculté de médecine pendant 35 ans, c'était l'anatomie pathologique. C'est-à-dire que l'une des activités des anatomopathologistes, c'est d'ouvrir les gens quand ils sont morts pour savoir de quoi ils sont morts.
Alors, je ne vais pas ouvrir le cadavre de la franc-maçonnerie, puisqu'il n'y a pas encore de cadavre. Mais en adoptant cette attitude-là, c'est une attitude forensic, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire en essayant de trouver des données objectives sur le corps du patient pour détecter les risques qu'il court ou au contraire, les avantages qu'il peut présenter par rapport à d'autres. Alors, quand on pose le point de départ de cette réflexion, c'est que quand on pose cette question, quand on dit « est-ce que la franc-maçonnerie a-t-elle un avenir et quel sera cet avenir ?», on commet déjà une erreur, parce qu'on dit « la franc-maçonnerie ». Alors, bien sûr, il y a un phénomène maçonnique que l'histoire documente parfaitement, depuis une période indéterminée, tout dépend où on décide que ça commence, mais en tout cas, s'il s'agit de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie spéculative organisée, celle que nous connaissons, celle que nous avons reçue, celle que nous transmettons, elle a commencé à se coaguler, dirais-je, à la fin du XVIIe siècle dans les îles britanniques. Sauf que, aujourd'hui, ici et maintenant, et quand on veut parler de l'avenir, il faut partir du temps présent. Il faut admettre cette idée qu'il n'existe pas une, mais plusieurs francs-maçonneries. Toutes sont dérivées d'un tronc commun, nous sommes d'accord. Toutes sont sœurs, cousines, petites cousines, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais, au fil du temps, l'histoire les a considérablement diversifiées, leur a donné des sensibilités et des couleurs particulières. Il y a maintenant 35 ans, on a organisé à Bordeaux la première exposition maçonnique, on va dire, contemporaine. Après, il y en a eu beaucoup d'autres, notamment à Tours. Il y en a eu 2 à Tours. Et à l'occasion de cette exposition maçonnique de Bordeaux, qui était la première du genre, en tout cas dans l'après-guerre, on a fait un catalogue de l'exposition, et comme vous savez, aujourd'hui, les catalogues, ce ne sont plus des catalogues, ce sont en fait des livres qui traitent d'un sujet. On ne se contente pas d'énumérer les pièces qui sont présentées avec un numéro, mais il y a des articles, en quelque sorte. Et dans ce catalogue, on m'avait demandé d'écrire un article sur les rites, c'est-à-dire rites écossais, rites français, rites émulation, tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les rites d'un point de vue d'histoire en 10 pages? Et pour tenter de faire comprendre de manière synthétique, imagée précisément, ce qu'étaient les rites par rapport, qui se sont dégagés dans l'histoire de la franc-maçonnerie, par rapport à ce qu'on pourrait imaginer être la franc-maçonnerie fondamentale, unique, originelle, j'avais adopté l'image de ce que l'on appelle chez Isaac Newton l'experimentum crucis, l'expérience cruciale, qui a été le moment de basculement dans l'œuvre de Newton, qui, comme vous savez, était à Cambridge, dans sa chambre, et puis il y a un rayon de soleil qui passe à travers la fenêtre. Il utilise un prisme triangulaire, il fait passer le rayon à travers le prisme triangulaire, et le rayon décompose la lumière blanche en raies spectrales de différentes couleurs, et c'est là-dessus que Newton va fonder sa théorie de la lumière. Et je disais, au fond, nous fantasmons, nous rêvons de la maçonnerie initiale, originelle, fondamentale, qui nous échappe. Mais cette maçonnerie fondamentale, originelle, elle est passée par le prisme de l'histoire. Et nous sommes de l'autre côté du prisme de l'histoire. Et le prisme de l'histoire ne nous a pas livré une franc-maçonnerie unique, originelle, pure, fondamentale. Elle nous a livré les raies spectrales qui en sont dérivées. Chacune d'entre elles porte une part de la vérité originelle. Qui peut dire que la lumière rouge, la lumière bleue, la lumière jaune est plus vraie que l'autre? Toutes dérivent d'une lumière originelle qui nous échappe. Cette métaphore-là, elle nous permet de comprendre la diversité de la franc-maçonnerie d'aujourd'hui, même
si nous savons qu'il y a un phénomène maçonnique dans l'ensemble. Alors, quelles sont ces différentes maçonneries et est-ce qu'elles auront le même avenir? C'est ça la question. C'est uniquement pour cette raison-là qu'il est intéressant de poser la question. On peut imaginer, et on imagine souvent, en France notamment, une division à la serpe, binaire. C'est simple. Il y a la maçonnerie des Anglais et puis il y a la nôtre. Et ce n'est pas la même. Il y a la maçonnerie. Alors là, je vais simplement dérouler les clichés. Tout le monde sait que, et c'est généralement faux à 90%, mais bon, tout le monde sait que les Anglais, c'est de la bondieuserie biblique, avec des loges qui se réunissent quasiment jamais, qui ne font que des cérémonies, qui ne font pas de planches, donc qui ne réfléchissent pas. Et puis nous sommes les maçons intelligents, on fait des planches, on a quelque chose sous le casque, on est 2 fois par mois en loge, alors forcément, ça produit beaucoup plus de choses. Et puis, on a inventé une diversité de rites, alors que les Anglais, ils font qu'un machin qui s'appelle émulation et qui est triste comme un jour sans pain. J'ai un jour raconté ça à des maçons anglais. Je dis, vous savez comment les Français vous voient? Et j'ai raconté ça. Et ils sont tombés de leur chaise. Parce qu'ils ont dit, non mais enfin, vous savez, vous Roger, vous savez comment ça fonctionne. Nous, on rigole, on s'amuse, on est des gens vivants, et puis on n'est pas électroencéphalogramme plat, on se pose les mêmes questions que vous de l'autre côté du channel. Et puis la maçonnerie, c'est un engagement pour nous aussi important que pour vous. Simplement, nous la pratiquons d'une manière différente, qui est appropriée à la culture, à l'histoire culturelle qui est la nôtre et qui n'est pas la vôtre. Alors, on peut penser qu'il y a la maçonnerie anglaise, qu'on appelle en France la maçonnerie régulière, et puis la maçonnerie, le reste, qu'on met dans un même sac. Et souvent, on entend le discours qui vient de diverses parts. Il y a la maçonnerie régulière, et puis il y a la maçonnerie libérale et adogmatique. Il y a en effet en France une maçonnerie libérale et adogmatique, en tout cas qui s'appelle comme ça. Et puis une maçonnerie régulière, en tout cas qui s'appelle comme ça. Et puis, c'est tout. Nous savons bien que ça n'est pas vrai et que c'est la particularité de la France. Il existe beaucoup plus de raies spectrales qui se rapprochent plus ou moins de l'un ou de l'autre de ces modèles. Est-ce que ces différentes composantes de la maçonnerie, notamment en France, qui a le record mondial, toute catégorie, du nombre de rites et d'obédiences par tête de franc-maçon, est-ce que toutes ces variantes, qui encore une fois sont une spécificité quasiment exclusive de la France, est-ce qu'elles auront le même destin? Pour ça, il faut savoir sur quel élément on va juger, quelle partie du corps on va examiner, pour voir dans quel état il se trouve et à quel risque il est affronté. Je vous propose de faire cela en 3 temps. J'isole un peu artificiellement, mais c'est un modèle, comme on dit, c'est-à-dire que ça permet de réfléchir, d'isoler 3 composantes fondamentales de toutes les francs-maçonneries. Il y a une première composante qui est ce que j'appellerais la sociabilité fraternelle. On va voir comment elle se décline et quels sont ses atouts, mais aussi ses faiblesses dans différents contextes culturels. Ce ne sont pas les mêmes. Il y a une deuxième composante qu'on peut appeler l'engagement intellectuel, toujours propre à la franc-maçonnerie. Il y aurait un engagement intellectuel propre à la franc-maçonnerie. Et puis, le troisième sujet, la troisième composante, c'est l'ambition morale et spirituelle que la franc-maçonnerie s'assigne à elle-même. Est-ce que ces 3 composantes-là sont représentées de la même façon dans toutes les francs-maçonneries? Est-ce qu'elles sont soumises aux mêmes risques? C'est en fonction de cette analyse qu'on peut ensuite
tenter de préfigurer ce qui va se passer dans les décennies à venir. Regardons le premier sujet, la sociabilité fraternelle. Tout le monde sait, et tout le monde s'accorde pour reconnaître, que l'une des caractéristiques fondamentales de l'institution maçonnique, c'est d'établir entre ses membres un lien particulier qui n'est pas celui de la parenté, qui n'est pas celui de la camaraderie, qui n'est pas celui de l'amitié mondaine, mais auquel nous donnons un nom spécifique, la fraternité. C'est un lien affectif, c'est un lien moral, c'est un lien humain qui se fonde sur le fait unique, mais décisif, que tous les francs-maçons, à un moment donné, sont passés par un tunnel, un canal, qui est l'initiation. Et que cette initiation les rend frères et sœurs ad vitam. Très bien. Cette sociabilité fraternelle, elle s'enracine au plus loin dans l'histoire de la franc-maçonnerie. Et même, il fut une époque, rappelons-le, où la franc-maçonnerie n'était pas spéculative. C'est-à-dire qu'elle ne prétendait pas spéculer, réfléchir, fonder des théories, défendre des valeurs intellectuelles ou sociétales, voire politiques. Non. C'était une organisation ouvrière, une fraternité ouvrière dont le principal objectif était l'entraide mutuelle. Il faut bien comprendre que le modèle d'une loge au début du XVIIIe siècle, que ce soit en Écosse ou en Angleterre, c'est le modèle classique de la confrérie. Il ne faut pas confondre la corporation, qui est une organisation professionnelle, on va dire qui préfigure le syndicat, et la confrérie, qui s'occupe en fait de la vie intime des gens. Et la confrérie, c'était, on met de l'argent dans ce qu'on appelait the common box, la caisse commune, tant qu'on travaille et qu'on a un peu de revenus. Et cet argent, dès qu'il est mis là-dedans, il ne nous appartient plus, il appartient à la communauté des confrères. Et pourquoi fait-on ça? Parce qu'on est à une époque où il n'y a pas d'assurance maladie, où il n'y a pas d'assurance contre les accidents du travail, où il n'y a pas d'assurance vie, d'assurance décès. Et si un père de famille devient malade, est blessé, meurt, et qu'il ne peut plus travailler ou très peu travailler, mais sa famille n'a aucun moyen de subsistance, sauf s'il appartient à une confrérie. Et c'est l'objectif numéro 1 de la confrérie. On sort de l'argent de la caisse commune, on l'aide à passer un cap, on lui vient en aide en se disant « ce que tu as fait, ce que nous faisons pour toi aujourd'hui, tu aurais pu le faire pour nous hier et peut-être le feras-tu pour demain ». C'est ça le fondement initial de la fraternité maçonnique, c'est la fraternité des confrères. Sauf que le temps a évolué et a fait évoluer le système. Quand la maçonnerie est devenue spéculative, elle a changé de milieu social. Ça n'était plus de pauvres ouvriers. Et d'ailleurs, depuis le début du XVIIIe siècle, vous les cherchez vainement, les pauvres ouvriers, dans la franc-maçonnerie. Vous en trouvez très, très, très peu. Depuis le début du XIXe siècle, que ce soit dans les îles britanniques ou en France, non, la maçonnerie n'est pas socialement universelle. C'est en gros les classes moyennes supérieures, avec une surreprésentation d'un certain nombre de professions qui sont les médecins, les professeurs, les avocats, les fonctionnaires, les policiers. Donc, ces gens-là, pour eux, le caractère d'entraide matérielle peut certes être requis de temps en temps, mais de manière beaucoup plus rare. Ce qui fait que la maçonnerie a transformé, au XVIIIe siècle, elle a transformé cette entraide d'une manière d'ailleurs intelligente et sympathique. Elle l'a transformée en bienfaisance. C'est-à-dire qu'elle a décidé que l'argent qu'elle récupère serait fait à la marge pour aider les confrères, mais principalement pour soulager la misère autour, en finançant ce qu'on appelle de nos jours des organisations caritatives.
Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais le principe était le même. Et ça existait aussi bien en France qu'en Angleterre. Il n'y avait aucune différence, rigoureusement aucune différence. Ça, c'est une des caractéristiques les plus importantes de la confraternité maçonnique. On peut s'interroger sur son devenir, parce que, aussi bien dans les îles britanniques, aux États-Unis qu'en France, et d'ailleurs beaucoup plus en France et en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis, on a vu apparaître deux choses qui sont ce qu'on appelle d'une part le welfare state, c'est-à-dire l'État-providence, qui, grâce au système d'assurance maladie et d'assurance sociale publique, permet aux gens, par des cotisations qui sont prises par l'État, de financer toutes les dépenses ou la plupart des dépenses de santé. Même si ces systèmes aujourd'hui sont un peu bousculés, ils fonctionnent encore globalement. Ce qui va réduire considérablement le besoin de la bienfaisance privée, puisqu'il y a une bienfaisance publique. Donc, cette dimension de bienfaisance, elle tend à se rétrécir. Or, c'était l'une des raisons d'être de la maçonnerie. Mais les choses n'ont pas évolué de la même manière dans les îles britanniques et en France. Dans les îles britanniques, c'est resté très vivant. En France, on y viendra dans quelques minutes, comme on a plus ou moins substitué la dimension de bienfaisance par une dimension d'engagement sociétal et politique, on a proclamé des principes que l'on répète dans des banquets républicains. Très bien, bravo. Mais l'action caritative, en termes de montant, devient quasiment inexistante. Je vous donne simplement un chiffre. Au moment de la pandémie de Covid, vous savez qu'en France, comme en Angleterre, comme ailleurs, on manquait de respirateurs, on manquait de tout. La maçonnerie française s'est un tout petit peu mobilisée. Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça a donné peut-être quelques dizaines de milliers d'euros pour acheter des respirateurs, des matériels. C'est mieux que rien, parce qu'il y avait des services de réa où il n'y avait plus rien. Très bien, quelques dizaines, peut-être 100 000, 200 000 euros. Allez, soyons généreux. En 2021, combien d'argent la Grande Loge, la Masonic Charitable Foundation, qui est la structure qui regroupe tous les moyens de bienfaisance de la maçonnerie anglaise, combien d'argent a-t-elle mis dans cette affaire? La Grande Loge Unie d'Angleterre. 21 millions de livres. 21 millions de livres. C'est colossal. Donc ça a subsisté en Angleterre. En France, ça a beaucoup disparu. Donc ça fait déjà une différence et naturellement, ça peut avoir une incidence sur l'évolution future. Et en particulier en termes d'image. Si vous faites un micro-trottoir dans les rues de Londres, je vous rappelle qu'il n'y a guère que 160 ou 170 000 maçons en Angleterre, c'est-à-dire à peu près autant qu'en France aujourd'hui. Vous dites « Bonjour, monsieur, c'est une interview du Times. Qu'est-ce que vous pensez des francs-maçons » Vous avez 99 chances sur 100 que cette personne ne soit pas franc-maçonne et ne connaisse pas grand-chose à la franc-maçonnerie. Mais quelle va être la réponse moyenne de l'anglais moyen? La franc-maçonnerie? Ah oui, c'est ces gars bizarres, ils défilent dans les rues avec des tabliers, des cordons, des bannières. Ils sont un peu rigolos, ils sont peut-être un peu, quand même, un peu allumés. Hein. Mais après tout, leur grand maître, c'est le duc de Kent. C'est quand même le cousin de la reine ou l'oncle du roi. Et puis alors, ils donnent beaucoup d'argent pour la bienfaisance. Voilà, ça c'est l'image publique de la franc-maçonnerie en Angleterre. Faites le même micro-trottoir à Paris. Ah oui, c'est ces gars qui se repassent les bons coups, se font la courte échelle. Vous connaissez tous les poncifs de ce que j'appelle l'antimaçonnisme rampant, innocent, qui sévit partout. La question de la bienfaisance est certainement déterminante dans la constitution de cette image.
il y a une autre dimension de la sociabilité fraternelle, c'est tout simplement le fait d'être ensemble. Et ça, c'est très important. L'Europe, pendant très longtemps, aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne, dans les îles britanniques, a vécu dans une structure sociale où toute personne en naissant appartenait à plusieurs communautés. On appartenait à une communauté villageoise, on appartenait à une communauté de métiers, on appartenait à une communauté religieuse, sachant qu'à cette époque, l'identité religieuse est constitutive de l'identité sociale. Et chacune de ces communautés vous apportait une protection, une sécurité, une image, une place dans le monde. Nous savons très bien que ces communautés se sont en grande partie dissoutes. La communauté villageoise subsiste, mais très péniblement. Dans l'anonymat des grandes villes, qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. La communauté de métier, là aussi, s'est fragmentée. Toute l'histoire sociale du XIXe siècle a passé avec la fracture entre le patronat et les employés, d'un côté les fédérations professionnelles, de l'autre côté les syndicats. La communauté de métier est une entité qui a quasiment disparu, sauf peut-être dans certains secteurs de l'artisanat d'art. Et puis, la communauté religieuse, il est clair que ces communautés-là, ces identités religieuses, se sont elles-mêmes considérablement affaiblies, compte tenu du fait que, même en Angleterre, on commence à voir une érosion considérable de l'appartenance religieuse, alors que dans les pays anglo-saxons, c'était resté extrêmement vivant et extrêmement fort. Et c'est alors, vous voyez que certains aspects sont peut-être recèlent des dangers. Je viens de parler des différentes expressions de la sociabilité fraternelle, mais d'autres recèlent peut-être des formes d'espoir. Et la franc-maçonnerie là-dedans. Qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie? C'est une communauté fraternelle. Et j'en renvoie ici à l'œuvre de Michel Maffesoli. Alors je sais que Michel Maffesoli est un personnage parfois polémique, et d'ailleurs il fait tout pour ça, et il adore. Mais c'est quand même un sociologue qui, comme il le dit toujours avec un petit sourire, a occupé la chaire de Durkheim à la Sorbonne. C'est quand même un sociologue qu'il faut lire avant de le critiquer. Et il a fondé et documenté ce qu'il appelle le nouveau tribalisme, les nouvelles tribus. Il dit que dans ce monde de l'individualisme, où les individus sont atomisés, n'ont plus aucun des liens traditionnels, le village, le métier, la religion, qu'ils avaient auparavant, comme ils en ont besoin, il faut se souvenir de cet aphorisme d'Aristote, l'homme est un animal social. On s'aperçoit que ces groupes humains, plus exactement que ces foules humaines, c'est-à-dire ces agglomérats d'individualité, sécrètent de nouvelles communautés. Alors, ce sont des communautés d'un genre bizarre. Il documente, par exemple, les communautés dans certains quartiers de Paris où les gens se retrouvent aux terrasses des mêmes cafés pour boire les mêmes apéritifs et discuter des sujets du jour. Ils n'appartiennent pas au même métier, ni à la même religion, ni à la même rue, mais ils ont trouvé, autour d'une terrasse de café, une nouvelle identité. On pourrait en donner d'autres exemples. Eh bien, ça, c'est peut-être un atout pour la franc-maçonnerie. Elle propose à des gens qui se sentent un peu isolés dans une foule, qui est la foule sociale d'aujourd'hui, la possibilité, elle leur propose la possibilité de se réinsérer dans ce qui n'existe pratiquement plus nulle part ailleurs, à savoir une communauté fraternelle. On peut passer au deuxième aspect, qui est celui que j'ai appelé l'engagement intellectuel. Alors, là, effectivement, il y a une vraie césure. C'est-à-dire que dans la maçonnerie de type anglo-saxon, si on dit « mais que pensez-vous de l'engagement intellectuel de la franc-maçonnerie et des valeurs qu'elle doit défendre ?» Ah bon, on doit défendre quelque chose? Non, il faut aimer ses frères, il faut
bien faire fonctionner sa loge. Il faut respecter à la lettre le rituel que nous ont légué nos pères. Il faut financer les œuvres de bienfaisance de la Grande Loge. Voilà, ça y est, c'est fini. Défendre, par exemple, les valeurs de la République, en Angleterre, c'est compliqué parce que ce n'est pas une république. Alors, ils vont dire la démocratie, mais la démocratie n'a rien à voir, à leurs yeux, rien à voir avec la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est une communauté fraternelle, rituelle et bienfaisante. C'est tout. En France, pour des raisons qui ne tiennent pas à l'essence de la maçonnerie, mais qui tiennent à l'histoire politique, sociale, économique et religieuse de la France au XIXe siècle, le modèle a muté. Et on est arrivé dans le dernier tiers, dans le dernier quart du XIXe siècle, à une franc-maçonnerie qui considérait, j'y vais un peu à la louche, mais c'est globalement vrai, que sa mission fondamentale, c'était de défendre les valeurs de la République et la lutte contre le cléricalisme. C'est des choses qui n'entrent même pas dans la tête d'un maçon britannique ou américain, c'est-à-dire des gens qui, pendant très très longtemps, ont constitué 90% de la maçonnerie mondiale. Alors, encore une fois, on a le droit, pour des maçons français, de soutenir cette thèse. Mais le paradoxe, ce serait de nous expliquer que ceux qui ont créé la franc-maçonnerie n'y ont rien compris. C'est quand même un peu fort de café, ça. Il ne nous viendrait pas à l'esprit de dire que c'est peut-être parce que nous en avons considérablement modifié et le modèle et les objectifs. Sauf qu'aujourd'hui, admettons que ce modèle soit digne des loges. Pas des loges, des loges, avec un apostrophe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate une désaffection massive pour tous les engagements intellectuels et politiques, qui fait que les partis politiques n'ont plus de membres, que les syndicats n'ont plus de membres, que ce sont des coquilles vides qui continuent à faire fonctionner de manière artificielle un système alors qu'ils ne représentent quasiment plus personne. Est-ce qu'une maçonnerie, et là, le risque est spécifiquement pour la maçonnerie continentale, est-ce qu'une maçonnerie qui dit « nous avons des valeurs à défendre et un combat à mener », est-ce que cette maçonnerie-là, dans le temps qui est le nôtre, va trouver des adeptes et des troupes? On a le droit d'en douter très, très fortement. C'est une faiblesse. Objectivement, c'est une faiblesse. Troisième composante, troisième élément, l'ambition morale et spirituelle. Alors, là encore, il y a une grande différence entre ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, de nos jours encore, et cette fois beaucoup plus aux États-Unis qu'en Angleterre, et ce qui se passe en France. La maçonnerie anglo-saxonne, en englobant les États-Unis, est une maçonnerie qui est restée dans cette idée très simple que la tradition judéo-chrétienne est constitutive de l'identité occidentale. Ce n'est pas du tout une question de conviction théologique ou de mystique. Essayez de discuter de théologie avec des maçons anglais, je vous garantis que ça ne va pas être facile. Un jour, il y a de ça maintenant, je ne sais plus, près d'une vingtaine d'années, on m'avait invité à Manchester, devant un parterre de maçons anglais très érudits, à faire une conférence dont le thème m'avait été proposé, le grand architecte de l'univers dans la maçonnerie française. Alors, j'étais pas là pour dire, moi je pense que le grand architecte... Non, moi je ne suis pas un prédicateur. Donc, j'ai dit, j'essaie de vous présenter objectivement la manière dont cette notion a évolué dans le vocabulaire maçonnique français et dans la conscience maçonnique française. Alors, il y a ceux qui pensent que, il y a ceux qui disent que, il y a ceux qui estiment que, il y a ceux qui sont un peu d'accord avec ça, mais pas avec tout, et puis que... Et j'essaie de montrer la diversité du tableau. Ils écoutent, ils me disent c'était très intéressant, ils posent quelques questions, et à un moment donné, je m'en souviendrai toujours, ils me disent, quand même, ça c'est des préoccupations de Français.
Nous, on n'y pense jamais. Et je me souviendrai d'un maçon américain très, très renommé, qui s'appelle Brent Morris, qui est un maçon très important, un historien de la maçonnerie américaine, un homme d'une très grande culture, et qui me dit « Mais I don't understand what you mean. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » À propos du grand architecte de l'univers, de Dieu, c'est pas Dieu, c'est peut-être Dieu, mais pas tout à fait, mais pas vraiment, mais peut-être, mais peut... It's so simple, me dit-il. It's so... Et c'est drôle d'entendre ça parce que c'est un homme intelligent et cultivé et érudit. It's so simple. Do you believe in God? Yes or no? Eh bien oui, mais non. En France, c'est pas comme ça. Alors, évidemment, ce modèle subsiste, mais à la manière anglo-saxonne, c'est-à-dire, c'est l'histoire qu'un grand érudit maçonnique anglais racontait, Harry Carr, qui racontait que quand on recrute un candidat en Angleterre, il n'y a pas d'examen sous le bandeau, d'enquête anonyme, non, il est reçu par un comité de la loge, constitué des vieux caciques de la loge, on l'interroge, on lui pose quelques questions, ils disent bon, il est bon pour le service, on dira à la loge de l'accepter, et la loge suit, il n'y a jamais de boule noire, tout le monde est d'accord, très bien. Et un jour, il raconte que, alors parmi les questions, il y a bon, vous n'avez tué personne, vous avez un travail, vous tapez pas sur vos enfants, naturellement vous croyez en Dieu parce que c'est dans la liste des basic principles, et un Anglais moyen répond oui, oui, ou ne répond même pas, parce qu'il dit attendez, je suis quelqu'un de bien, moi, donc pourquoi vous me demandez si je crois en Dieu? Évidemment, évidemment, passons à la question suivante. Voilà. Et un jour, il y a un candidat qui répond, on lui dit, do you believe in, of course you believe in God. Et le candidat répond, oh, well, it depends upon what you mean by God. Alors là, le vénérable, en 40 ans de métier, on ne lui avait jamais fait. Il s'est dit, c'est un gars qui a des origines françaises. Et puis, il a répondu comme un Anglais, pas forcément comme un maçon anglais, mais comme un Anglais. No, sir. It depends upon what you mean by God. Et le candidat a répondu, oh, so I believe in God. Voilà. Donc, il ne faut pas caricaturer les choses. Mais il est bien évident que la maçonnerie française en a fait toute une affaire et que ça, c'est un ferment de division, de fracture, de contradiction qui n'est pas un facteur d'avenir. Alors, j'ai essayé d'analyser tous ces éléments et je m'achemine vers la conclusion parce que vous allez voir qu'elle va être simple à partir de là. Il y a les chiffres et puis il y a ce que l'on peut tirer de tout ce qu'on vient de voir. Les chiffres, c'est que depuis 70 ans, les effectifs de la maçonnerie mondiale ne font que décroître, mais dans des proportions très importantes. Vous trouvez encore des textes où on vous dit qu'il y a 4 millions de francs-maçons dans le monde. Mais il y a très longtemps que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, s'il y en a encore 1,5 million ou un peu plus, c'est bien le plus qu'on puisse imaginer, dont un peu moins d'1 million théoriquement aux États-Unis, mais aux États-Unis, pour des raisons d'organisation, il y a beaucoup moins de vrais maçons que de maçons qui sont encore sur les listes. Donc il y a peut-être 200 ou 300 000 maçons encore aux États-Unis actifs. Je ne dis pas vivants, mais actifs. Dans les îles britanniques, il y en avait 600 000 après la guerre. Le dernier chiffre de la Grande Loge unie d'Angleterre, c'est 155 000. Et ça n'arrête pas de baisser, même s'il y a un infléchissement de la courbe. La maçonnerie américaine, je dis bien américaine, meurt sous nos yeux. Meurt sous nos yeux. Moins 3 à 4% par an. Prolonger la courbe, dans 20 ans, je ne sais pas ce qui restera. En Angleterre, ça va continuer à diminuer, mais moins. Et alors, dans ce tableau, la France faisait figure d'exception. Parce qu'en 40 ans, elle a quadruplé ses effectifs. C'était le miracle français.
il est dû à beaucoup de facteurs qu'on n'a pas le temps d'analyser aujourd'hui. Sauf que ça s'est arrêté. L'élément révélateur, ça a été le Covid. Nous savons que selon les obédiences, selon les régions, selon les loges, il y a eu 10 à 15% de pertes nettes, et que même si les obédiences, et c'est normal, font entendre un discours différent, elles ont beaucoup de mal à rétablir les effectifs antérieurs. Mais il y a même plus grave que ça. Il y a le turnover. C'est-à-dire que le départ avant 5 ans d'appartenance peut atteindre 30 à 40%. C'est-à-dire que la maçonnerie continue à susciter de l'intérêt, mais elle a du mal à créer de l'attachement. Et ça, c'est clairement un problème pour l'avenir. Donc voilà, vous avez les éléments de la problématique et les éléments chiffrés. Alors, pour conclure, je voudrais conclure justement avec l'article que j'avais écrit il y a 10 ans et dont la conclusion m'a paru toujours d'actualité. Donc, pour terminer ce tour d'horizon, je voudrais simplement vous lire le paragraphe, enfin la sous-section de chapitre de conclusion. Et je crois que c'est toujours vrai. Pour ceux qui croient au ciel, il y en avait et il y en a encore. Il y a les églises. Pour ceux qui n'y croient pas ou n'en veulent plus, mais désirent pourtant conférer un sens à leur vie, il y a aussi les partis politiques, l'action syndicale, l'engagement associatif, voire le divan du psychanalyste. Quelle est aujourd'hui et quelle sera demain, dans un pays comme la France singulièrement, la place de l'initiation maçonnique? On a vu que la courbe des effectifs dans notre pays n'a cessé de s'élever depuis une trentaine d'années. Mais désormais, ce phénomène semble durablement enrayé. Nul ne peut donc envisager une croissance soutenue dans les années qui viennent. Il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi cela se produit. D'abord parce que l'évolution économique et sociale contemporaine, qui rend les hommes moins disponibles, moins sereins, la mutation culturelle qui substitue le règne de l'éphémère et de l'image sans lendemain à la contemplation méditative de l'icône ou à la réflexion sur les textes que le temps avait consacrés, l'invraisemblable bougisme qui contraint les individus à une course folle et permanente, tous ces traits sont a priori peu favorables à la prospérité d'une démarche mesurée, attentive et patiente, comme celle que propose la franc-maçonnerie. Ensuite, parce que, et l'actualité l'a tragiquement montré depuis quelques années, le besoin de retrouver des racines spirituelles ou traditionnelles trouve trop souvent son aboutissement dans les intégrismes religieux de toutes sortes qui, tout en s'opposant avec violence, s'accordent généralement sur un point: la franc-maçonnerie est un ennemi à abattre. Une autre impasse caricaturale est évidemment représentée par les sectes qui, elles, n'ont jamais tant proliféré. Enfin, parce que les références culturelles et philosophiques sur lesquelles repose le corpus symbolique et rituel de la franc-maçonnerie, empruntant aux sources essentielles de la tradition judéo-chrétienne, fût-ce au simple titre de mythe fondateur et d'allégorie suggestive, tout cela fait aujourd'hui l'objet d'un discrédit inquiétant qu'alimente surtout une ignorance et une inculture qui s'aggravent dans les générations les plus récentes. Pourtant, si l'on veut bien y songer un instant, toutes ces causes d'un possible effacement de la perspective initiatique dans l'esprit de nos contemporains, et notamment dans un pays aussi sécularisé que la France du XXIe siècle, sont peut-être autant de chances à saisir, voire de défis à relever pour une franc-maçonnerie à nouveau confiante et consciente de ses potentialités.
Observons simplement que depuis la fin du XIXe siècle, les acquis de l'anthropologie culturelle ont montré l'impressionnante permanence du schéma initiatique dans à peu près toutes les sociétés et suggèrent qu'il constitue peut-être l'un des invariants les plus saisissants de la condition humaine. Doté d'une structure étonnamment stable à travers les siècles et les continents, à peine variable dans son fond, mais sous des masques et des représentations multiples, l'initiation a jalonné toutes les étapes de la civilisation. Pourquoi notre monde postmoderne en serait-il dépourvu? Pourquoi n'y trouverait-elle pas sa place pour répondre à des questionnements qui, eux aussi, sont intemporels? Abandonnons ici résolument l'habit du devin que revêt toujours, plus ou moins consciemment, quiconque prétend trouver dans le présent une préfiguration de l'avenir. Gardons-nous aussi de prendre pour des réalités probables nos désirs comme nos angoisses. Restent alors l'éternelle énigme de la vie humaine et l'irrépressible interrogation sur les origines, le sens et la fin des choses qui, un jour ou l'autre, s'emparent presque immanquablement de chaque être humain. Les efforts combinés, tantôt solidaires, tantôt contraires, de la philosophie et de la spiritualité n'ont pu en épuiser le secret en quelques dizaines de siècles de pensée humaine déchiffrable. L'initiation peut donc encore proposer sa contribution, celle du premier et du dernier pas. Je vous remercie. Et maintenant, après le temps de l'écoute, le temps du dialogue et de la parole. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de questions. Je trouvais ce sera curieux. Osez. Voilà. Bonjour. Merci pour toute cette explication, c'était très intéressant. Vous avez parlé de la franc-maçonnerie régulière et vous avez dit qu'au Royaume-Uni, qu'ils ont réussi à stabiliser leur décroissance. Et je voudrais savoir comment, est-ce que vous savez comment ils ont fait ça? Je sais qu'ils ont fait une série à la télévision et je me demande si ça a pu peut-être recruter quelques personnes. Alors, il y a beaucoup de réponses parce que, encore une fois, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de réflexion au sein de la maçonnerie britannique en général, puisque vous savez que l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre ont chacune leur organisation, mais c'est ce qu'on appelle là-bas les Home Grand Lodges, donc les grandes loges de chez nous, comme on pourrait dire, qui sont liées et qui, malgré leurs différences, marchent plus ou moins ensemble. Il y a eu beaucoup de réflexions. Alors, tout d'abord, ils ont changé leur politique de communication. Il faut dire que la franc-maçonnerie en Angleterre n'était pas du tout secrète, ne se cache pas. On annonçait, il y a encore quelques années, on pouvait lire dans les annonces du Times. Alors maintenant, on ne le fait plus dans les annonces du Times parce qu'il y a les réseaux. Il y a, Monsieur John Smith a été reçu apprenti franc-maçon il y a 4 jours dans la loge Fidelity numéro 5829 et il aura un plaisir d'organiser une partie chez lui pour célébrer cet heureux moment avec ses amis. Évidemment, en France, c'est impensable. Mais il y avait quand même, dès qu'on posait des questions un petit peu indiscrètes sur la franc-maçonnerie, il y avait quand même une espèce de barrage.
il y a eu des livres à scandale, en particulier en 1984, un livre qui s'est beaucoup vendu, qui s'appelait The Brotherhood, tout simplement, la fraternité, et qui était un brûlot contre la Grande Loge, ce à quoi elle n'était pas du tout habituée. Et finalement, elle a décidé de changer sa politique de communication pour expliquer ce qu'elle était, ce qu'elle voulait faire. Ils ont inventé, par exemple, les journées ouvertes, où on vient visiter les loges. Ils ont créé des vidéos où on explique ce que c'est que la franc-maçonnerie. Ils ont effectivement sponsorisé une série qui a été diffusée sur Netflix et qui a eu beaucoup de succès. Et puis, en dehors de cet aspect de communication, ils ont joué sur quelque chose qu'ils avaient un peu délaissé et à laquelle nous pensons en France, mais nous n'avons pas les mêmes moyens qu'eux, c'est la jeunesse. Et en particulier la jeunesse étudiante. Alors, la jeunesse étudiante, en Angleterre, ce n'est pas la même que la jeunesse étudiante en France, et pour une raison très simple. Et vous savez, il y a des loges à Oxford, à Cambridge, dans beaucoup d'universités. Ça coûte 20 000 euros par an, 30 000 euros par an. Ça veut dire qu'il y a quand même une sélection sociale. Et que dans les universités où moi j'ai enseigné à Oxford, je peux vous dire que tout est nickel, tout est parfait, rien n'est cassé, c'est tranquille. Alors bon, il y a du wokisme et des sit-ins, mais personne ne casse rien dans l'université. Et on travaille malgré tout. Donc, ils ont créé ce qu'ils ont appelé le schéma universitaire. C'est-à-dire que dans les grandes universités, il y en a plusieurs dizaines qui fonctionnent aujourd'hui, il y a des loges universitaires, University Lodges, qui sont intégrées dans les locaux de l'université. Et c'est là que vous vous dites, en France, vous imaginez une loge dans le campus de Nanterre, à Paris, ou à Grenoble, ou même pas la peine d'y penser, saccagé en 3 jours. Donc, il y a des loges qui existent depuis le 19e siècle et dont le principe est simple. Les officiers de la loge sont des professeurs de l'université. Ils initient certains de leurs étudiants pendant qu'ils sont sur le campus. Et il y a aussi une caractéristique de la maçonnerie britannique. On ne met pas 2 ans, 3 ans pour passer compagnon et puis encore 3 ans pour aller au grade de maître. On est apprenti, 3 mois ou 6 mois après, on est compagnon, 3 mois ou 6 mois après, on est maître. Boum. Et c'est pas ça uniquement dans les loges universitaires. C'est dans beaucoup de loges. Et donc, quand ils sortent au bout de 2 ans ou 3 ans, ils sont maîtres, toujours, par définition. Et à ce moment-là, on leur dit, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez votre diplôme? Moi, j'ai trouvé un emploi où je fais un postdoc à tel endroit, telle ville, tel comté. Pas de problème. Ils ont 70 à 80 loges correspondantes des loges universitaires répandues dans le pays. Et ils disent, vous allez arriver dans une ville, vous ne connaissez pas grand monde, eh bien, vous allez frapper à la porte, là, le correspondant de la loge universitaire va vous voir, il va vous inviter dans leur loge, ils vont vous prendre en charge, ils vont tout expliquer. Donc, vous voyez, on essaie de créer autour des jeunes diplômés une sociabilité fraternelle qui est concrète. Et ça a marché, parce qu'en l'espace de 10 ans, ils ont augmenté de 30% la proportion des francs-maçons de moins de 35 ans. Alors, encore une fois, ils n'ont pas enrayé la chute, ils ont amorti la courbe de décroissance. Mais pendant des années, il n'y avait aucun amortissement. Donc, voilà le genre de choses. Mais vous voyez, je prends cet exemple des loges universitaires parce que c'est une idée intelligente et qui a donné des résultats, mais il est clair qu'en France, elle est inapplicable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux jeunes, qu'il ne faut pas essayer de trouver des choses. Bien sûr, tout ça, c'est d'accord. Mais le schéma universitaire à la manière britannique, c'est tout simplement inenvisageable en France. Oui, bonsoir. Je voudrais revenir sur un point d'histoire, en particulier sur la différence entre la maçonnerie française et anglaise, en ce qui concerne la croyance en Dieu. Oui. Il faut quand même dire que nous avons vu le gallicanisme, l'anglicanisme en particulier, se développer dès le XVIe siècle. Oui. Ce qui n'a pas été le cas pour la France, puisqu'il a fallu attendre la loi de 1905 pour rompre définitivement avec l'Église de Rome. Donc ça peut expliquer aussi la différence d'évolution
et le fait qu'en France, on s'est posé la question, alors qu'en Angleterre, cette question-là était peut-être déjà résolue avant. Alors, oui, simplement, ce qu'il faut dire, c'est que le gallicanisme et l'anglicanisme, d'abord, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le gallicanisme, c'était préserver les libertés de l'Église gallicane, c'est-à-dire de l'Église de France, par rapport à l'autorité du Saint-Siège. Mais la théologie catholique était intacte. L'anglicanisme, c'est différent. C'est la rupture avec Rome, mais c'est aussi la rupture du point de vue liturgique et du point de vue théologique. Et l'anglicanisme est une religion intéressante. Moi, je suis d'origine réformée, mais je dis toujours que je suis anglican, parce que d'abord, j'adore les Anglais, et puis parce que l'anglicanisme est une église dans laquelle vous pouvez défendre la théologie que vous voulez, et où il y a même plusieurs liturgies très différentes. Donc chacun y trouve... Mais on dit, c'est l'église d'Angleterre, on n'y touche pas. Voilà. Alors que ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle, c'est pas simplement la rupture du concordat, c'est aussi la lutte contre le cléricalisme et l'influence de l'Église catholique, l'influence morale de l'Église catholique en France. Et aujourd'hui, et tant mieux, on entend souvent dans les milieux maçonniques un discours extrêmement, comment dirais-je, un discours qui se veut modéré. Non, non, nous voulons simplement la séparation, l'Église chez elle, l'État chez lui, et puis tout ira bien. Non, quand on entend les discours des convents maçonniques entre 1900 et 1910, et on en a les comptes rendus sténographiques, c'est pas du tout ça qu'on entend. On entend en 1913, par exemple, le grand maître du Grand Orient de France de l'époque dire « Ce que nous voulons, c'est la destruction des églises, du catholicisme et des religions ». Il le dit avec ces mots-là. Donc il y a eu vraiment une guerre, la guerre des deux France, comme on l'a dit. Voilà. Mais encore une fois, si ces lois ont pu finir par passer, c'est qu'elles correspondaient à l'état de l'opinion en France. Donc il y a incontestablement une évolution de l'état de l'opinion. Et même si en Angleterre, l'attachement effectif à l'Église d'Angleterre a beaucoup diminué, l'Église d'Angleterre demeure un des ciments de l'image nationale. Le roi d'Angleterre ne peut pas faire autrement que d'être sacré dans cette cérémonie extraordinaire, incroyable, que vous avez vue à la télévision, et qui est une cérémonie religieuse de A à Z. Et les Anglais, quelle que soit leur conviction religieuse, trouvent ça magnifique, parce que pour eux, c'est une des bases essentielles de l'image de l'Angleterre qu'il s'agit de préserver. C'est-à-dire que ça va au-delà même de la conviction religieuse. Et cette identification-là, eh bien, en France, il y a bien longtemps qu'elle est rompue. Bonjour, merci. Pour cette conférence, je voudrais revenir sur la conclusion, sur l'aspect positif qu'on peut voir. Vous avez souligné le pouvoir, la puissance créatrice de l'initiation, qui reste quelque chose d'intemporel et qui aura toujours des vertus pour la maçonnerie. Mais si j'ai bien compris, le problème actuel n'est moins de savoir pourquoi on rentre en maçonnerie que de savoir pourquoi on n'y reste pas. Voilà. Et vous avez souligné une érosion qui est permanente et qui, chez nous, galope. Alors, pourquoi on ne reste pas en maçonnerie? Est-ce que c'est parce qu'on n'y trouve pas ce qu'on est venu chercher? Ou est-ce qu'on c'est pas parce qu'on n'est pas suffisamment accompagné ou quelque chose d'autre? Je crois que là, il y a une réflexion qui se fait dans toutes les loges de toutes les obédiences, honnêtement, depuis déjà pas mal d'années, mais les réponses ne vont pas de soi. Ce que l'on observe, c'est quand même, en particulier, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le paradoxe, c'est que la maçonnerie continue à susciter de l'intérêt, de l'attrait, mais elle a du mal à créer de l'attachement. Et ça, c'est exactement, vous savez, c'est ce que disent les psychologues, c'est exactement comme dans la relation amoureuse. Il y a une période d'attrait, d'intérêt, voilà, c'est le coup de foudre, mais il faut que ça dure. Et ça, c'est une phase numéro 2 qu'on appelle l'attachement, où le côté passionnel, peut-être, ça pèse un peu, mais il est remplacé, ou en tout cas, il vient être conforté par quelque chose de nouveau qui est l'attachement. Eh bien, la maçonnerie a du mal à créer de l'attachement. Alors, c'est probablement dû à l'évolution des structures sociales, et puis c'est effectivement, et d'autres facteurs d'éducation, je pense,
qui font qu'aujourd'hui, notamment dans les générations les plus récentes, il ne s'agit pas de les accabler, hein, parce qu'ils sont aussi le produit d'un système que leurs aînés ont mis en place. On observe un bougisme, on observe une tendance au zapping culturel, et la notion d'engagement dans la durée est très difficile, y compris d'ailleurs sur le plan de la vie personnelle, sur le plan de la vie professionnelle et sur le plan de la vie associative, ou donc de la vie initiatique, de la vie maçonnique, qui est une variante de la vie associative. C'est ça c'est ce point-là, et ce point-là ne concerne pas exclusivement la maçonnerie. C'est ça le côté un peu dramatique de l'affaire. C'est que si c'était un problème spécifiquement maçonnique, mais non, on entend de multiples témoignages des gens, même dans les associations. Vous savez, la France est un pays qui a le record mondial du nombre d'associations par rapport aux habitants. C'est des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'associations. C'est ce qui fait qu'en France, tout le monde est président de quelque chose. Et c'est très sympathique. Mais parce que l'association, c'est viser à un but commun de manière totalement désintéressée financièrement. Ça, c'est formidable. Sauf que toutes les associations, quel que soit leur domaine d'intervention, disent « nous avons de plus en plus de mal à récupérer des bénévoles ». Et le mot « bénévole » a deux sens. On disait « c'est quelqu'un qui participe et puis qui fait ça pour rien ». On insiste là-dessus. Mais dans « bénévole », il y a « bénévolere », c'est-à-dire « bien vouloir ». Et ben, les gens ne veulent plus. Hein. Il y a aussi bienveillance. Il n'y a plus tellement de bienveillance. Donc là, on est dans une société de l'hypermobilité et aussi un peu de la violence sociale, qui fait que le monde associatif, qui est le contraire de tout ça, a beaucoup de mal, quel que soit, encore une fois, son domaine d'activité. Et la maçonnerie est une victime collatérale, parmi d'autres, de ce phénomène. Voilà. Si on n'arrive pas à le régler à l'échelon de la société dans son entier, je ne suis pas sûr que la maçonnerie toute seule dans son petit coin va y parvenir. Ça n'empêche qu'elle fait des efforts, elle tente, ben c'est très bien, mais moi je ne suis pas très très optimiste là-dessus. D'autres questions? Allez, une dernière. Sans regret? Ah. Merci pour toute cette intervention. La question que je me pose, c'est en relation avec le secret et surtout avec la violence générale et ce côté anti-maçonnique un peu partout. Et comment est-ce qu'on peut oser se dire on va devenir franc-maçon, ou on va pouvoir se dévoiler avec cette violence et cette peur hein, qui se fait, et c'est pas seulement d'aujourd'hui. Hein. On a connu dans des époques pas très glorieuses cet antimaçonnisme en France et dans d'autres pays. Et comment on fait? Alors, c'est un vrai sujet. Je pense que c'est un des nœuds du problème. C'est la raison pour laquelle on a d'ailleurs organisé, avec le concours de toutes les obédiences françaises il y a un mois, un peu moins, un colloque à Ronchin, à côté de Lille, sur l'antimaçonnisme. On a passé une journée pour essayer d'étudier, de disséquer, de comprendre le phénomène de l'antimaçonnisme. Et on a décidé le principe. Alors après, est-ce que le principe sera suivi des faits? Ça, 45 ans d'expérience maçonnique m'ont rendu prudent. On a admis le principe de créer un observatoire de l'antimaçonnisme. Mais un observatoire pour sécréter des contre-mesures, si j'ose dire. Car il y a un regain considérable de l'antimaçonnisme avec des thématiques nouvelles et surtout des instruments de diffusion qui sont ceux des réseaux sociaux, de la puissance de l'Internet. Avant, on publiait des bouquins ou des revues confidentielles. Bon, bah, on ne les achetait pas, on les regardait pas, et c'était fini. Mais aujourd'hui, tous ces messages, qui d'ailleurs aussi spéculent sur une inculture de base, racontent des choses les plus
incroyable, et ça marche, et on le voit par les réponses. Donc, oui, il faut lutter contre l'antimaçonnisme, mais vous savez, ce qui est pire que tout, c'est que, je terminerai là-dessus, il y a un antimaçonnisme militant qui est très puissant, qui a des sources diverses, et puis il y a un antimaçonnisme ordinaire qui est plus présent qu'on ne l'imagine. Et je raconte souvent, ceux qui me connaissent, ils ont déjà entendu cette anecdote, je m'excuse de la répéter, mais quand elle s'est produite, elle m'a paru tellement caractéristique. C'est une affaire qui remonte à une petite vingtaine d'années. Et à l'époque, j'habitais en région parisienne dans un immeuble élevé, d'étage élevé. Et donc un matin, je descendais ma poubelle, mon sac poubelle, dans l'ascenseur. Et il se passe ce qui se passe quand vous habitez dans un immeuble avec des étages élevés et qu'il y a un ascenseur. L'ascenseur s'arrête aux étages intermédiaires, il y a des gens qui rentrent. C'est des gens que vous connaissez sans les connaître. Vous les avez croisés dans l'ascenseur, vous les avez croisés dans le hall d'entrée, vous ne connaissez pas forcément leur nom, vous avez pris l'habitude de leur dire bonjour en souriant, c'est tout, ça ne va pas beaucoup plus loin. Et là rentre un monsieur que je connaissais de vue, et simplement, une fois, lors d'une grève des transports, j'avais conduit ses enfants avec les miens parce qu'ils allaient dans la même école. Ça s'était borné à ça, il m'avait remercié, voilà, ça m'arrange parce que je ne peux pas, etc. Très bien, on n'en avait plus jamais parlé. Et la veille, au soir de ce moment où je suis dans l'ascenseur avec ma poubelle, j'étais passé dans l'émission d'Yves Calvi, C'est dans l'air, sur la franc-maçonnerie. Et ce monsieur me dit « Bonjour, bonjour », comme d'habitude. Et puis d'habitude, vous savez, comme dans un ascenseur, on regarde le plafond, on regarde ses pieds, on attend d'arriver à l'étage, quoi. Et il me dit là, je vous ai vu hier à la télévision. Ah oui? Et alors, ça vous a intéressé? Ah oui, oui, me dit-il, j'ai appris des choses. Moi, je ne connaissais pas grand-chose là-dessus. Et puis après, un moment de silence, il ajoute cette phrase extraordinaire. Je ne savais pas qu'il y avait des gens bien chez les francs-maçons. Voilà. Et ça, c'est l'anti-maçonnisme ordinaire. C'est-à-dire, il ne connaissait pas le sujet, il n'avait jamais rencontré un franc-maçon en chair et en os. Et puis le seul qu'il découvre, si j'ose dire, c'est un type plutôt gentil qui a conduit ses enfants à l'école un jour de grève des transports. Et il dit, je ne savais pas qu'il y avait des gens bien chez les francs-maçons. Donc c'est vrai, et ça recouvre encore, enfin, ça éclaire une autre chose. Moi, j'ai toujours défendu l'idée, depuis de nombreuses années, que quand votre situation personnelle, dans la vie, dans votre profession, dans le monde où vous vivez, fait que vous êtes à l'abri des représailles, si votre qualité maçonnique est connue, ben, il faut le dire. Moi, je l'ai fait très tôt parce que je trouve que très tôt, j'étais patron dans toutes mes activités. Donc, si ça ne plaît pas à quelqu'un, ça s'appelle une porte et vous y allez. Hein, c'est très clair. Mais, et donc, je l'ai dit. Et j'ai vu ce que ça donne. C'est-à-dire que des gens qui étaient peut-être un peu hostiles ou simplement ignorants viennent vous voir et vous demandent, vous ne leur dites rien. Ils disent, mais j'ai vu qu'il y a dans l'Express, là, vous avez donné une interview, vous parlez de la franc-maçonnerie. Alors, vous êtes franc-maçon? Oui. Comme ça, avec un grand sourire. Oui. Ah oui. Et alors, c'est quoi au juste? Et là, ça démarre. Donc, il y a ça aussi. C'est-à-dire que ceux qui ont cette possibilité, je reconnais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce que quand on dit, vous savez ça comme personne, la franc-maçonnerie, ça booste votre carrière. Moi, j'ai connu beaucoup plus de gens qui ont eu des problèmes dans leur carrière parce que leur qualité maçonnique a été déverrouillée que l'inverse. Bon. Mais quand on a la liberté de le faire, moi, j'ai le sentiment qu'on a le devoir de le faire pour porter témoignage. Dire, je suis franc-maçon, et alors? Et alors? Comme disait un de mes enfants, ça te défrise. Non, ça ne te défrise pas. C'est tout. Il ne s'agit pas de le dire de manière agressive, mais il faut aussi porter témoignage quand on peut le faire. Voilà. Donc, il n'y a pas une mesure clé qui va tout résoudre. C'est un effort multidimensionnel. Je ne dis pas que ça produira des résultats fantastiques, mais il faudrait quand même que les gens intelligents comprennent que la franc-maçonnerie peut être une voie formidable dans la vie.
Bravo. On va te remercier, Roger, pour cette conférence, à savoir que aussi Roger vient au bout d'un très long marathon qu'il a mené de Lyon à Paris, puis ensuite à Tours. Et merci beaucoup pour ton dévouement. On vous donne rendez-vous pour Masonica 2028, premier week-end de juin. Et puis d'ici là, vous aurez des nouvelles, on fera des conférences, d'autres choses. Il va y avoir aussi de la convivialité, on a bien compris ça. On va remercier aussi